Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Donc, vous l'avez vu aujourd'hui, je suis bien entourée, non pas par une intervenante, mais par deux, qui vont nous parler aujourd'hui d'une approche intégrative pour les maladies auto-immunes et d'un protocole très particulier. Donc, vraiment contente aujourd'hui, on est pas mal, on est assez nombreux, malgré l'été. Donc, merci vraiment à toutes et tous pour votre présence. Ça montre aussi l'intérêt que vous avez de pouvoir continuer à vous former et nous sommes ravis de pouvoir proposer ça avec vous. Alors, Anaïs et Laurane sont toutes les deux fondatrices de Bien-être auto-immune. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Bien-être auto-immune. Je vous laisserai, bon, vous l'avez vu, je vous laisserai vous présenter. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans votre parcours, c'est que toutes les deux, du coup, vous avez été touchées par des maladies auto-immunes. Vous avez un parcours aussi scientifique qui est très intéressant. Vous avez une pratique d'accompagnement. Donc, on sait que vous avez une expertise de terrain et personnelle qui vous permet aujourd'hui, du coup, de parler de ce sujet de façon aussi intéressante. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup à vous. Petite parenthèse pratico-pratique. Vous le voyez, il y a un onglet discussion. Donc, n'hésitez pas à échanger durant toute la présentation. Et je vous demanderai peut-être, pour plus de facilité, de poser toutes vos questions dans l'onglet Q&A. Comme ça, on pourra facilement y revenir à la fin et on est sûr de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous laisse la parole, je vous laisse profiter de ce moment et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Flavie. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire co-présenté avec Simplicure et Bien-être auto-immune. Donc avec Laurane, on est très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une approche intégrative pour accompagner les maladies auto-immunes qui n'est autre que le protocole AIP, donc le protocole auto-immune, qui est un protocole, une méthode scientifiquement prouvée qui permet de soutenir les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes pour réduire l'inflammation et surtout pour pouvoir retrouver leur équilibre. Alors, on va commencer par se présenter brièvement avec Laurane. Donc, comme Flavie l'expliquait, nous sommes toutes les deux les cofondatrices de Bien-être auto-immune. Alors, de mon côté, je suis praticienne naturopathe et en santé intégrative. Mon expertise, elle repose surtout autour de la santé hormonale féminine et notamment la santé thyroïdienne. Je partage aussi beaucoup autour de la santé intestinale et de l'équilibre du système nerveux. Et quand vous allez comprendre les causes profondes, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je fais aujourd'hui de la consultation, mais je suis plus tournée du côté entreprise et développement de projets de prévention santé. Et comment j'en suis arrivée à cofonder Bien-être auto-immune avec Laurane, c'est que j'ai été diagnostiquée d'une thyroïdite d'Hashimoto et puis j'ai parcouru un parcours de rémission et de là, j'ai eu la chance de rencontrer Laurane sur mon chemin et toutes les deux, on a décidé de s'investir à 100% dans la santé auto-immune. Donc Laurane, je te laisse également te présenter. Je te remercie. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Laurane Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach AIP, donc spécialisée en maladies auto-immunes et le protocole auto-immune. J'ai aussi une certification en mycothérapie et en naturopathie. Et donc je me suis retrouvée sur ce chemin-là, pareil, parce que j'ai développé une maladie auto-immune en 2015, une spondylarthrite ankylosante qui m'a clouée au lit. Et mon parcours de rémission a été relativement long. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il a été court parce que c'était 18 mois de ma vie pour me remettre sur pied, pour avoir une vie de bonheur, d'énergie et de santé. Mais sur le coup, c'est quand même un sacré travail, un sacré chemin. Et c'est en déménageant aux États-Unis que j'ai trouvé le protocole auto-immune et la médecine fonctionnelle. Et je me suis plongée dedans la tête la première. Et donc, j'en suis ressortie en rémission depuis 5 ans et demi, presque 6 ans maintenant. Je suis devenue maman de 2 enfants. Et je suis absolument passionnée par le sujet des maladies auto-immunes, d'aider les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes, de leur apporter des solutions et ne serait-ce que de l'éducation. Parce que moi, quand j'habitais en France, avant de déménager aux États-Unis, je n'avais pas du tout connaissance de quoi que ce soit autour d'une approche intégrative ou fonctionnelle. Et encore moins tout simplement alimentaire. Hein. Je posais des questions à mes médecins et il n'y avait jamais de réponse. Donc, on a voulu apporter ça à la communauté avec Anaïs et vraiment créer une structure autour du soutien et de l'éducation. Donc, je pratique des États-Unis, mais je vois des personnes partout dans le monde. Et donc, je propose des accompagnements sur quelques mois avec des tests fonctionnels. Mon gros dada, c'est évidemment la santé intestinale. Donc, je fais des tests aussi de microbiote avec le GI Map. Plusieurs tests fonctionnels qui nous permettent d'avancer de manière plus individualisée et personnalisée. Voilà.
Alors, pour vous présenter Bien-être auto-immune, de la création de Bien-être auto-immune de par nos parcours, on a décidé de créer une plateforme, d'éducation et de soutien pour les maladies auto-immunes. Donc on travaille avec tous les acteurs de la santé, donc autant les personnes qui sont malades que les professionnels de santé, que, des marques partenaires, notamment, Simplicure, pour transmettre les clés vers la santé auto-immune. Et donc comment est-ce qu'on le fait? Déjà, on a une partie éducation, comme je viens de le préciser, où on partage des talks santé tous les mois. Donc, on a eu la chance d'échanger avec le docteur Georges Mouton, avec le docteur Yoni Assouni, mais également avec des naturopathes comme Marion Kaplan ou William Kadmiri. Alors, il y a plein d'autres experts de la santé aussi. On propose également des e-books, des articles. Donc, on publie 2 articles par mois autour de l'auto-immunité. Et nous avons également développé pour la partie soutien un annuaire de praticiens, donc on a principalement référencé des coachs AIP. Dans les prochains mois, si cela vous intéresse de rejoindre notre annuaire, on va développer aussi un programme qui est destiné aux professionnels de la santé. Et on a également développé en soutien pour les personnes qui sont malades, un groupe privé pour qu'elles puissent avoir un espace d'échange entre elles, parce que vivre avec une maladie auto-immune, ce n'est pas facile. Donc voilà pour vous présenter Bien-être auto-immune. Vous allez le voir durant la présentation, on vous a mis des QR codes un peu partout pour que vous puissiez télécharger des e-books qui sont gratuits et puis avoir accès à des ressources qu'on propose à notre communauté. Alors, pour commencer, c'est important de comprendre les bases de la maladie auto-immune. Donc on va faire un petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet avec le protocole AIP. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est une maladie auto-immune, c'est une pathologie chronique caractérisée par une réponse immunitaire inappropriée dirigée contre les propres tissus de l'organisme. Et donc, cette maladie auto-immune, cette pathologie, elle résulte d'un déséquilibre des mécanismes de tolérance immunitaire. Donc, en simple, ce que ça veut dire, c'est que le système immunitaire, il devient dérégulé, il devient, on va dire, défaillant, et il n'est plus en capacité de faire la différence entre les tissus de l'organisme et les agents étrangers, et donc il se retrouve à attaquer certaines parties du corps. Il existe 2 types de maladies auto-immunes. Donc on a les maladies organospécifiques, bien spécifiques à un organe, comme la thyroïdite d'Hashimoto ou la maladie de Basedow, qui vont vraiment cibler un organe. On a également le vitiligo qui, là, dans ce cas, va cibler la peau. On a également la sclérose en plaques qui, là, va cibler le système nerveux central. Et ensuite, on a les maladies auto-immunes systémiques. Donc, par exemple, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, le syndrome de Gauchereau. Donc, en fait, on a vraiment cette différence avec soit des maladies auto-immunes qui vont attaquer un organe, un tissu, ou alors des maladies systémiques qui vont vraiment attaquer l'organisme plus en globalité, attaquer plusieurs systèmes, plusieurs cibles. Pour autant, même si ces maladies auto-immunes, elles ont 2 types, elles ont quand même une origine qui est similaire. Donc ici, on vous a listé les plusieurs types de maladies auto-immunes, comment elles viennent affecter l'organisme. Et la bonne nouvelle, en tant que praticien, c'est que les mécanismes de l'auto-immunité, ils sont quand même assez similaires. Et donc, on va vous partager tout cela plus loin dans la présentation pour vous aider en fait à accompagner toutes ces maladies auto-immunes, mais avec une approche qui est quand même assez similaire. Alors, les maladies auto-immunes en quelques chiffres. Il existe aujourd'hui, il y a plus de 140 maladies auto-immunes qui sont recensées à ce jour ou bien qui sont en cours de recensement. Alors, si vous ne les connaissez pas toutes, ça tombe bien, dans la présentation plus tard, on vous a mis un référentiel de l'auto-immunité avec un e-book où on a référencé toutes ces maladies auto-immunes avec les définitions. Et en tant que praticien, c'est très important pour vous de les connaître parce que vous allez voir que, Laura, elle vous en parlera tout à l'heure, on peut développer plusieurs maladies auto-immunes en même temps. Comme je viens de le dire, les maladies auto-immunes, elles peuvent affecter donc les tissus, les organes et les systèmes du corps. Aujourd'hui, entre 5 à 9 % de la population mondiale est touchée par une MAI, et le pourcentage, il est plus élevé dans les pays développés, tout simplement parce qu'au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, des perturbateurs endocriniens, on en a vraiment beaucoup et donc on est plus, on va dire, à même à être confronté à ces maladies. Ce sont des maladies chroniques et à vie. Alors aujourd'hui, il n'existe pas de traitement.
mais la mise au silence des symptômes, elle est possible. Et c'est la raison pour laquelle on voulait vraiment vous partager cette approche intégrative du protocole AIP, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de solutions qui existent au niveau de la médecine allopathique. La médecine allopathique, elle va vraiment traiter au niveau symptomatique. On a aussi tout ce qui est biothérapie, mais on ne vient pas à la cause profonde des maladies auto-immunes. On ne vient pas chercher en fait la cause de ce déséquilibre pour permettre à l'organisme de retrouver cette homéostasie. Aujourd'hui, 78% des personnes atteintes sont des femmes. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Déjà parce que il y a des facteurs hormonaux. Donc, les femmes, comme vous le savez, elles ont un cycle menstruel avec plusieurs, on va dire, des règlements hormonaux, changements hormonaux plutôt, ce sera plus adapté durant chaque mois. Donc, forcément, cela impacte tout l'organisme. Elles portent également 2 chromosomes X. Et donc, le chromosome X, il est impliqué dans la régulation immunitaire. Donc, il y a aussi une question de génétique qui entre en compte. Les femmes aussi, elles sont plus sujettes à du stress chronique et des perturbateurs endocriniens pour des causes sociétales, par exemple les cosmétiques conventionnels, les produits ménagers. Donc, c'est important de prendre aussi, quand on accompagne quelqu'un qui vit avec une maladie auto-immune et une femme, de prendre tout cet aspect-là dans sa globalité. Et on voit aussi les chiffres autour des maladies auto-immunes augmenter chaque année. Donc, c'est vraiment malheureux, entre 19% et 22% par an. Et là, c'est ici où nous, en tant que praticiens, on joue un rôle important, parce que si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et que vous faites son anamnèse et qu'il vous dit alors dans les antécédents de santé de mon père ou de ma mère, il y a des maladies auto-immunes, et bien là, en fait, on peut déjà agir en prévention. Alors, il faut comprendre aussi que par rapport à ce chiffre de l'augmentation de 19 à 22%, ça comprend tous les nouveaux diagnostics de toute nouvelle maladie auto-immune chez une personne. Et malheureusement, une fois qu'on a développé une maladie auto-immune, on a beaucoup plus de chances d'en développer une seconde. Notamment, il y a on appelle ça des coexistences de plusieurs maladies auto-immunes. Il y a environ 30% des patients atteints d'une maladie auto-immune qui développent une deuxième maladie auto-immune. Et il n'est pas impossible derrière d'en développer une troisième, une quatrième. Ça peut vraiment s'enchaîner. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a des risques qui augmentent en fonction déjà du terrain génétique. Donc Anaïs en a parlé, terrain génétique familial. Quand c'est une maladie auto-immune systémique, par exemple le lupus, on a beaucoup plus de chances de développer d'autres maladies auto-immunes en parallèle. Et les facteurs environnementaux communs, qui sont l'hyperperméabilité intestinale, les infections, le stress, les carences nutritionnelles, la surcharge toxique, tout ce qui va englober le côté environnemental. Donc les exemples fréquents, il y en a plein, on vous en a listé quelques exemples. On a la thyroïdite d'Hashimoto avec la maladie cœliaque. D'ailleurs, ça vient aussi beaucoup en couplé avec le psoriasis. La polyarthrite rhumatoïde avec le syndrome de Sjögren. J'ai entendu que moi je le dis en version anglaise, tu l'as dit en français, Alice, c'est Gougerot. Le diabète de type 1 avec le vitiligo ou la maladie d'Addison, la sclérose en plaques avec le psoriasis et la spondylarthrite ankylosante avec le psoriasis. Le psoriasis revient souvent dans les maladies auto-immunes et souvent c'est une des maladies qui va être déclarée en premier. Elle va cacher d'autres maladies comme la spondylarthrite, la SEP, ça peut être des maladies qui peuvent être difficiles à diagnostiquer. Mais donc c'est vrai qu'en amont, très souvent, on a le psoriasis qui arrive et puis derrière, on tombe le diagnostic second. Donc, le référentiel de l'auto-immunité, c'est ce e-book dont Anaïs vous a parlé avec la liste complète des maladies auto-immunes. Donc, des maladies auto-immunes qui sont recensées ou qui sont en cours de recensement. On a mis toutes les maladies, on a mis les définitions, on a mis les sources. Donc, je vous invite à scanner ce QR code pour pouvoir avoir accès à ce e-book. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet, sur bien-être-auto-immune.com. Sinon, voilà, je vous laisse 2 petites secondes pour le scanner si besoin. Alors, dans les processus clés, on a une sorte d'étape qui se passe dans le processus auto-immun. Donc, ça commence par la perte de tolérance de soi ou tolérance immunologique. Donc, cette tolérance de soi, elle permet au système immunitaire de distinguer ses propres cellules de cellules extérieures. Donc, ça peut être des cellules pathogènes ou non. Et dans les maladies auto-immunes, cette tolérance, elle est altérée. Elle est altérée à plusieurs niveaux. Au niveau de la tolérance centrale et tolérance périphérique.
Pour ce qui est de la tolérance centrale, ça concerne les lymphocytes T dans le thymus et les lymphocytes B dans la moelle osseuse. Donc, par exemple, les lymphocytes autoréactifs, ils vont pas être éliminés pendant la sélection négative. C'est-à-dire qu'ils sont censés être éliminés à 100% chez quelqu'un de sain, de normal. Mais là, dans un cadre de maladie auto-immune, ils vont pas tous être éliminés. Cet processus-là peut aussi avoir un impact par rapport à une mutation d'un gène, du gène R, le autoimmune regulator, qui peut compromettre aussi cette étape. Mais cette étape va être aussi compromise par des stimuli au niveau du système immunitaire qui va venir le dérégler, qui va venir le surstimuler. Dans la tolérance périphérique, là, c'est les lymphocytes T régulateurs. On appelle ça les TREG, qui ont un rôle important de la suppression des maladies auto-immunes. Donc, quand on voit dans une maladie auto-immune qu'il y a une diminution quantitative ou qualitative des TREG qui, elles, ont ce rôle de suppression de l'auto-immunité et de cette formation d'auto-anticorps. Quand il y a aussi une résistance des lymphocytes effecteurs à la suppression des TREG, donc c'est vraiment deux problèmes différents, la diminution ou quantitative ou qualitative des TREG, ou alors la résistance des lymphocytes, et ensuite la surexpression de co-stimulation. Et tout ça, ça va engendrer à notre deuxième étape, qui va être une activation inappropriée, donc des lymphocytes T et des lymphocytes B autoréactifs. C'est-à-dire que les cellules présentatrices d'antigènes, on appelle ça les CPA, elles présentent des auto-antigènes ou lymphocytes T dans un contexte inflammatoire, et donc ça va activer la prolifération au lieu d'activer l'anergie. Et en second temps, les lymphocytes B, elles reçoivent une co-stimulation avec tout un tas de processus enzymatiques qui va être anormal, et elles vont se différencier en plasmocytes qui vont sécréter ces auto-anticorps. Et là, on arrive à la troisième étape, qui est donc cette production d'auto-anticorps. Alors, les auto-anticorps, ils ont un rôle direct ou indirect en fonction des maladies auto-immunes, dans le sens où on n'a pas forcément lié à chaque fois ou trouvé un lien pour chaque maladie auto-immune avec un anticorps particulier. Il peut aussi y avoir une présence d'une maladie auto-immune sans avoir la présence des anticorps, même si on les connaît. Donc, c'est là où il y a encore cette difficulté déjà de diagnostic et puis de compréhension totale des maladies auto-immunes. Et donc, pour certaines maladies, on a certains auto-anticorps, comme le ANA, donc les anticorps antinucléaires. Ça, c'est plutôt présent dans des cas de maladies systémiques ou quand il y a une maladie auto-immune, mais on ne peut pas la définir. Il peut y avoir une présence d'une maladie auto-immune qui soit pas forcément typique d'un lupus, par exemple, une maladie systémique, mais on a la présence de ces auto-anticorps. Ça nous permet pas de définir, ça va être une thyroïdite d'Hashimoto ou ça va être une spondylarthrite. Les anti-ADN natifs, eux, sont très typiques au lupus. Les anti-TPE et les anti-TG sont en lien avec la thyroïdite d'Hashimoto. Les anti-CCP avec la polyarthrite rhumatoïde et les anti-transglutaminases avec la maladie cœliaque. Ce sont quelques exemples. Mais comme je vous disais, pas tous les patients ont ces anticorps. Et donc pour certaines maladies auto-immunes, il n'y a vraiment pas d'anticorps spécifiques qui ont été identifiés. Et enfin, cette quatrième étape, qui est donc cette inflammation chronique systémique ou localisée aussi. Donc l'auto-immunité, elle va engendrer une activation continue d'une réponse immunitaire qui est orchestrée, donc comme on a vu avant, par les lymphocytes T ou les lymphocytes B et les cytokines pro-inflammatoires. Alors ces cytokines pro-inflammatoires, ça va vraiment être le dernier maillon de la chaîne. Ça va être vraiment la dernière étape sur toute cette échelle de cascade de choses qui se passent. Ça va être vraiment les munitions qui vont être envoyées par le corps. Donc c'est comme si on imaginait que le corps voulait tirer des balles. Il y avait un pistolet, il appuie sur la gâchette, il tire des balles et ces munitions, ce sont les cytokines. Alors, dans l'allopathie, ce que Anaïs expliquait avec ses biothérapies, on a des solutions où on va venir éliminer ces cytokines pro-inflammatoires, notamment avec les anti-TNF-alpha. On a d'autres biothérapies qui vont éliminer les IL-17, mais ça élimine que le dernier maillon de la chaîne. Donc, ça va vraiment éliminer la dernière étape. Mais ça va pas régler le problème, les étapes en amont. Donc, le corps, il va continuer à tirer sur la gâchette. Il va continuer à avoir ces dérèglements de toutes ces étapes que je vous ai présentées. Donc, les cytokines fréquentes, c'est les TNF-alpha, les IFN-gamma, les IL-17, les IL-6, il y a les IL-1, il y en a plusieurs. Donc, en termes d'exemples,
dans ces processus d'inflammation chronique. Donc avec la sclérose en plaques, là, ça concerne les lymphocytes T qui vont attaquer la myéline. Le diabète de type 1, ça va être la destruction des cellules bêta du pancréas par les lymphocytes T. La polyarthrite rhumatoïde, ça va être l'activation des macrophages qui vont libérer les TNF-alpha, donc les cytokines, donc TNF-alpha, les IL-1, IL-6. Et la maladie de Crohn, ça va être une suractivation de lymphocytes T1, TH1, TH17. Et donc maintenant qu'on vous a expliqué les maladies auto-immunes, le fonctionnement, c'est important de vous parler des causes des maladies auto-immunes parce que vous allez comprendre qu'elles sont très en lien avec le protocole AIP et que le protocole AIP est surtout organisé pour pouvoir soutenir ces maladies auto-immunes. Donc déjà, comment est-ce qu'une maladie auto-immune, elle se développe? Donc la première chose, ici on a listé les éléments, on va dire les étapes essentielles. Donc, c'est la prédisposition génétique. Donc, il faut être génétiquement prédisposé à développer une MAI. Et c'est important de préciser que 30% du risque de déclencher une maladie auto-immune, il est lié à la prédisposition génétique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les 70% restants, elles sont liées à l'hygiène de vie, à l'épigénétique, à comment on va s'alimenter, comment on va respirer, comment on va prendre soin de son stress, gérer son stress, etc. Donc la prédisposition génétique, c'est ce patrimoine génétique qu'on hérite de nos parents. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique qu'on va systématiquement déclencher une maladie auto-immune. Donc c'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, on a l'installation en fait d'un terrain qui va favoriser le déclenchement de la maladie auto-immune. Parmi ces facteurs, on a, donc c'est ce qu'on appelle les dénominateurs communs, mais parmi ces facteurs, un des éléments essentiels, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Donc l'hyperperméabilité intestinale, c'est lorsque la paroi intestinale, elle devient poreuse, et donc on se retrouve à avoir des substances indésirables qui sont censées rester au niveau de la lumière de l'intestin, qui se retrouvent à traverser cette paroi intestinale, parce que les jonctions serrées, donc qui sont des structures qui sont censées garder cette paroi perméable, vont être altérées, vont se relâcher, et donc on va avoir les substances qui se retrouvent dans la circulation sanguine. Et tout cela, ça va créer de l'inflammation chronique. Et donc il y a de nombreuses études qui démontrent qu'aujourd'hui, un des liens communs aux maladies auto-immunes, c'est cette hyperperméabilité intestinale. Et ce qui est génial, c'est que le protocole AIP, en fait, il va travailler sur cet axe-là. Et la santé intestinale, de toute façon, elle joue un rôle très important dans l'accompagnement des maladies auto-immunes. Donc, on a cette prédisposition génétique, on a cette hyperperméabilité intestinale. Pour autant, on ne déclenche pas nécessairement une maladie auto-immune. Après, on a besoin d'avoir ces éléments déclencheurs. Donc, les éléments déclencheurs, vous allez le voir, on vous les a listés. Il y a plusieurs types d'éléments. Et donc, ces éléments, ils vont venir, comme leur nom l'indique, déclencher une MAI. Donc, pour récapituler, pour faire les choses simplement, c'est important de comprendre que les maladies auto-immunes, elles vont résulter d'une interaction complexe de plusieurs facteurs et elles vont reposer en réalité sur deux éléments clés, donc les dénominateurs communs, donc ces facteurs qui préparent le terrain auto-immun, comme l'hyperperméabilité intestinale, mais il y en a d'autres, et les éléments déclencheurs qui, eux, vont venir, le terrain, il est préparé, il est prêt. Bim, il y a un élément qui arrive et qui vient déclencher cette maladie auto-immune. Donc, au niveau des dénominateurs communs, donc les facteurs qui favorisent l'installation de la maladie auto-immune, donc on a la prédisposition génétique dont j'ai parlé, on a l'hyperperméabilité intestinale également. On va aussi avoir ce qu'on appelle les surcharges toxiques. Donc, les surcharges toxiques, c'est lorsque on a une alimentation qui est déséquilibrée. Par exemple, on consomme beaucoup de produits laitiers, beaucoup de sucres raffinés, une alimentation industrielle avec des additifs. On a également des toxines qui viennent de s'accumuler dans l'organisme, des métaux lourds, etc. Et donc, on se retrouve à avoir des émonctoires, des organes d'élimination qui sont surchargés, qui n'arrivent pas à traiter toutes ces surcharges-là. Et donc, le terrain, il est, on va dire, encrassé. Donc, ça n'aide pas, en fait, pour que la maladie auto-immune ne s'installe pas. On a ensuite les facteurs environnementaux. Donc, quand je dis facteurs environnementaux, ce n'est pas nécessairement que lié à de la pollution, à des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques. Les facteurs environnementaux, en fait, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui nous entoure. Ça peut aussi être l'alimentation, l'aspect relationnel également.
On a ensuite un élément très important qui sont les carences nutritionnelles. Alors, les carences nutritionnelles, elles sont importantes parce qu'en tant que je pense qu'il y a beaucoup de naturopathes, de nutrithérapeutes parmi nous. Vous le savez que l'organisme, il ne peut pas fonctionner correctement s'il n'a pas, tous les micronutriments, tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Le problème, c'est que lorsqu'on a une hyperperméabilité qui s'installe, la conséquence, c'est de la malabsorption intestinale. Donc en gros, même si on mange correctement, eh bien, en fait, le corps, il a des difficultés à absorber ces nutriments. Mais la malabsorption intestinale, elle vient pas que de l'hyperperméabilité intestinale, elle peut venir aussi d'un système nerveux, autonome qui est dérégulé, dont je parlerai juste après, où en fait, on se retrouve à avoir moins comment dire? De capacité à produire, des enzymes pancréatiques, des enzymes digestifs pour digérer et que tout le processus digestif, il se fasse correctement. Et donc tout cela, ça va amener finalement à créer un dérèglement immunitaire, comme ce que Laurane, elle vous expliquait et c'est ce qui va faire que, le terrain, en fait, il est vraiment prêt à, déclencher une maladie auto-immune si un événement vient s'ajouter à cette installation. Donc au niveau des éléments déclencheurs, on vous en a listé quelques-uns, mais ce ne sont pas tous les éléments déclencheurs. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur l'intolérance à l'histamine. On vous répondra plus tard, à ce sujet-là. Mais par exemple, l'intolérance à l'histamine, elle peut faire partie aussi de tout ce corps qui favorise la maladie auto-immune. Donc au niveau des principaux éléments déclencheurs, on a les infections, donc qu'elles soient virales, par exemple avec, le virus Epstein-Barr, qui est le virus qui est en lien avec la mononucléose. Et donc, d'ailleurs, il y a plein d'études aussi qui ont été faites, qui ont permis de valider que le virus Epstein-Barr, il était déclencheur en fait de certaines maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques. On a aussi le cytomégalovirus. On a aussi le cas aussi avec le Covid. Après la pandémie mondiale, on l'a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui déclenchaient des maladies auto-immunes et qui ne s'attendaient pas du tout à se retrouver en fait dans ces situations-là. On a aussi les infections bactériennes. Donc pour n'en lister qu'une, j'ai mis de l'Helicobacter pylori. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que ces infections virales ou bactériennes, elles peuvent déclencher un phénomène qui s'appelle le mimétisme moléculaire. Donc le mimétisme moléculaire, c'est lorsque l'organisme, le corps, il se retrouve à voir en fait qu'il y a des structures moléculaires qui sont similaires avec des agents étrangers qui ont cette même structure moléculaire que des structures moléculaires de l'organisme. Par exemple, pour vous donner un exemple qui est concret et qui est très simple à retenir, parce qu'on n'est pas, pour le mimétisme moléculaire, il n'est pas qu'en lien avec les infections. Il y a aussi la gliadine du gluten. Donc, je vais vous donner cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très parlant. Il y a certaines personnes, notamment pour des personnes qui ont la thyroïdite d'Hashimoto, qui se sentent mieux quand elles arrêtent le gluten. Et une des raisons à cela, c'est parce que dans le gluten, on a une protéine qui s'appelle la gliadine. Et la gliadine, elle a des structures moléculaires qui sont similaires à celles des cellules de la thyroïde. Donc, que fait le corps ? Il veut éliminer la gliadine, mais en fait, il se trompe parce qu'il y a ce mimétisme moléculaire. Et donc, au lieu d'attaquer la gliadine, il se met à attaquer la thyroïde et donc à détruire la thyroïde. En dehors de ces infections, on a également ce qu'on appelle les toxines environnementales. Donc, ce sont des expositions prolongées à des toxines. Pourquoi c'est important ? Parce que dans l'anamnèse qu'on va faire à nos consultants, c'est important de poser les bonnes questions. De bien prendre en compte qu'on a des pesticides, qu'on a des métaux lourds, mais aussi des mycotoxines. Et Laurane, elle pourra très bien vous en parler parce qu'elle a eu un cas dernièrement avec une personne qu'elle a accompagnée. Et en fait, elle s'est rendue compte à la fin que c'était en lien avec des mycotoxines qui étaient présentes dans la salle de bain de la personne, du consultant qu'elle a accompagné. Et donc ça, c'est important de prendre en compte parce qu'on peut passer facilement à côté des éléments déclencheurs d'une personne qu'on accompagne parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. On a ensuite la dysbiose intestinale, donc le déséquilibre du microbiote intestinal. Aujourd'hui, on le sait, le microbiote intestinal, il joue un rôle très important dans la santé, dans l'immunité. Mais en fait, cette dysbiose intestinale, c'est celle qui va être en cause de l'hyperperméabilité intestinale. Si je vous le dis, c'est qu'en dehors du fait que ça puisse être des éléments déclencheurs,
c'est que ça peut aussi favoriser tous ces éléments dont on vous parle, ils peuvent aussi favoriser les poussées inflammatoires. On a aussi le stress chronique. On le sait, le stress, c'est vraiment le fléau du 21e siècle. Le stress, c'est un mécanisme naturel du corps pour nous aider à rester en vie. Mais lorsque ce stress il est prolongé, eh bien, on peut se retrouver à avoir déjà des surrénales qui sont fatiguées, des cas de burn-out. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui développent des maladies auto-immunes suite à des burn-out. Mais on se retrouve aussi avec un système nerveux qui est dérégulé. Et donc c'est important parce que dans le système nerveux, on a la branche du parasympathique qui va être en lien avec, donc dans le système nerveux autonome plutôt, qui est la partie du système nerveux qui va permettre à notre corps de fonctionner de manière automatique. On ne pense pas à respirer, on respire naturellement. On ne pense pas à digérer, on digère. On ne pense pas à ce que notre cœur y batte, on le fait naturellement, automatiquement. Et tout ça, c'est le système nerveux autonome qui s'en occupe. Sauf qu'en fait, quand ce système nerveux autonome, il se retrouve à être dérégulé, eh bien là, on peut avoir une problématique au niveau de l'inflammation. Donc je parlais du système parasympathique, donc qui lui est en lien avec la relaxation, le repos, la digestion. Et puis après, on a le système orthosympathique qui est séparé avec l'alpha sympathique qui va s'occuper de la préparation à l'action et du bêta sympathique qui va être le passage à l'action. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, à cause du stress chronique ou à cause de traumatisme, elles vont se retrouver avec un système nerveux qui est complètement dérégulé. Et là, il va falloir travailler là-dessus. Parce que ça impacte aussi le calibrage des sécrétions enzymatiques, pancréatiques, et donc ça impacte aussi l'absorption intestinale. On a également les traumatismes et les chocs émotionnels. C'est important de garder en tête qu'un traumatisme, il peut être physique, il peut être émotionnel. Ce n'est pas nécessairement un événement négatif, mais c'est un événement qui amène au corps à devoir se réadapter. Donc, il y a vraiment cette notion de désadaptation. Et forcément, ça impacte le système nerveux qui se retrouve à être dérégulé. Et donc là, ça peut impacter la diminution de l'activité du nerf vague, qui est très important pour l'inflammation. Parce que le nerf vague, en fait, il est en lien avec le réflexe cholinergique anti-inflammatoire. Et c'est lui qui va permettre vraiment de moduler, en fait, toute cette inflammation. Et puis, à la fin, on a aussi l'hygiène de vie. Donc, précédemment, je vous ai dit que 30% étaient liés à la prédisposition génétique et les 70% restants, ils sont liés à notre hygiène de vie. Donc, à notre alimentation, à ce qu'on va manger, à comment on va gérer notre stress, à si on bouge et aussi à notre environnement professionnel, personnel et familial. Et en fait, tout cela, c'est ce sur quoi le protocole AIP va venir travailler. Très rapidement, on a développé des protocoles qui sont les protocoles BEI avec SimpliCure que vous allez trouver dans la partie protocole SimpliCure. Donc, ce sont des protocoles publics. On a développé 2 protocoles. Un protocole santé auto-immune, donc c'est un protocole qui est assez basique, qui permet d'accompagner les maladies auto-immunes pour venir combler les carences, pour venir travailler sans surstimuler. On a développé un autre protocole qui travaille sur le soutien de la santé intestinale et l'hyperperméabilité intestinale. Donc Flavie, elle vous transmettra en fait ces informations et vous aurez accès à ces protocoles. Je le précise rapidement, mais Laurane, elle en parlera quand elle parlera du protocole AIP. On a une des boissons phares du protocole AIP qui est le bouillon d'os. Et donc là, on vous a mis la référence du bouillon de Jarmino et c'est vraiment une référence clé lorsque vous allez accompagner des personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Alors, parlons un petit peu de l'approche intégrative. Anaïs, je te laisse aussi regarder les questions. Il y a des super questions dans le chat. J'ai répondu un petit peu, mais il y en a une sur l'endobiologie, donc peut-être que tu pourras y répondre un petit peu plus. Donc, l'approche intégrative pour les maladies auto-immunes, on va vous présenter dans sa globalité le protocole auto-immune. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses satellites, on va dire, autour du protocole auto-immune. Mais aujourd'hui, on a vraiment voulu faire le focus sur le protocole. Donc, ce protocole auto-immune ou protocole AIP, il est né aux États-Unis il y a plus d'une vingtaine d'années, peut-être 25 ans maintenant, basé sur des principes de la médecine fonctionnelle et qui a été conçu spécifiquement pour aider les personnes atteintes de maladies auto-immunes. C'est une sorte de déviation ou variation
du régime paléo pour tout ce qui est côté nutritionnel. Donc, ça va être des changements nutritionnels alimentaires et des changements de mode de vie. Donc, tout ce qui est alimentaire, c'est un petit peu une variante de paléo. Et en fait, ce sont des médecins et des scientifiques américains et canadiens qui ont développé ce protocole à partir de plus de 1200 études scientifiques pour mieux comprendre comment réagissait le corps et surtout la paroi intestinale face à certains aliments. Donc, il a pour but de réduire l'inflammation. Ça, c'est logique. Il a pour but d'apaiser le système immunitaire, tout à fait logique, mais surtout, il a pour but de réparer cette paroi intestinale. Il a aussi pour but de combler les carences nutritionnelles. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on voit ça comme quelque chose de restrictif. On va vous présenter les différents piliers, mais le pilier alimentaire, c'est vrai qu'il peut paraître très restrictif. Mais en réalité, on veut venir aussi travailler sur la densité nutritionnelle et donc combler ces carences. Donc, ces scientifiques, ils se sont retrouvés pour essayer de déchiffrer un petit peu tous les impacts que chaque aliment a sur la paroi intestinale, parce qu'on sait qu'il y a un intestin poreux chez chaque personne qui a une maladie auto-immune active. Et donc, on veut venir aider à réparer cette paroi. Donc, pour réparer, oui, on va amener des choses, on peut utiliser des compléments alimentaires, la micronutrition, mais il faut aussi enlever ces stimuli, tout ce qui va irriter cette paroi intestinale et affecter ces jonctions serrées. Donc, je vais peut-être vous présenter la partie alimentaire. Donc, cette partie alimentaire, elle est basée sur une phase... Ah non, pardon. Avant ça, j'ai des études à vous montrer. Donc, on avait plusieurs études parce que le protocole AIP, ce que je trouve excellent, c'est qu'il y a maintenant 7-8 études qui sont dédiées au protocole AIP. Donc, il est basé sur 1200 études, établies tout au long des 5 différents piliers de l'AIP, dont l'alimentation. Mais aussi maintenant, depuis 8 ans maintenant, on a des études spécifiques sur le protocole AIP. Donc, je voulais vous en présenter quelques-unes. On a la première qui est... une étude sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique avec 15 patients sur 6 semaines d'élimination et 5 semaines de maintien. Donc, 6 semaines d'élimination, ça veut dire que pour arriver à la phase d'élimination de l'AIP, on a mis 6 semaines. Donc, semaine 1, on va éliminer les produits laitiers, le gluten. Semaine 2, les légumineuses. Semaine 3, voilà. Et ça avance comme ça jusqu'à la 6e semaine où là, on est arrivé à la phase d'élimination totale. Et ensuite 5 semaines de maintien dans cette phase d'élimination totale. Pour cette étude-là, on a vu 73% en rémission clinique à la semaine 6, donc 11 sur 15 personnes, avec une calprotectine fécale qui avait diminué, donc une calprotectine moyenne de 471 à 112. Donc, c'est une rémission rapide, un maintien durable, une amélioration endoscopique, des réductions des biomarqueurs et une diminution médicamenteuse aussi. Je vous ai mis les liens. Je pense que vous aurez accès aux slides, donc vous pourrez vous rendre ensuite sur les liens de ces études-là. Là, je vous ai vraiment juste mis les grandes lignes. La deuxième, pareil, aussi sur des Mickey en 11 semaines, donc la même chose avec 6 semaines d'élimination et 5 semaines de maintien. Là, c'était plutôt des améliorations donc qualitatives, mais c'est vrai qu'on a observé une diminution de diarrhée de 36%, une diminution du stress à 28% et une augmentation de la capacité de pratiquer une activité sportive de 29%. Donc, un renforcement de qualité de vie, et ça, c'était dès la 3e semaine. La dernière sur la thyroïdite d'Hashimoto avec 28 personnes sur 12 semaines. Et donc là, on a regardé quelques marqueurs biologiques, dont la T3 libre, la T4 libre, la TSH, qui ont toutes été mieux régulées, avec donc une amélioration thyroïdienne et une réduction symptomatique. Il y a eu beaucoup de choses sur tout ce qui est symptomatique aussi sur cette étude-là, donc vous aurez le lien. Ensuite, je me suis rendu compte juste avant que j'avais copié-collé la même étude. Ici, c'était une étude sur la sclérose en plaques, mais j'ai plus en tête tous les détails. Mais c'était une étude qui alliait le protocole auto-immune avec le Walls Protocol, qui est un protocole spécifique pour la CEP, mais qui est très similaire, développé par le docteur Terry Walls, donc le Walls Protocol. On a une étude sur la polyarthrite rhumatoïde, pareil sur 12 semaines, et là c'était intéressant parce qu'ils ont pris un groupe contrôle de 4 personnes et ensuite le groupe AIP de 8 personnes. Et donc on a vu une amélioration significative de la douleur. Ils ont mesuré la fatigue et ils ont mesuré la qualité du sommeil. Et ensuite, il y a une revue clinique donc de maladies auto-immunes diverses, thyroïdite d'Hashimoto, lupus, psoriasis. Il y avait aussi la rectocolite hémorragique.
Et donc là, c'est vraiment une revue intégrative qui vient soutenir l'AIP dans cette approche fonctionnelle et personnalisée. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est personnalisé après. Mais donc c'est très prometteur avec des petites études de petite taille, parce que ça manque de budget évidemment, mais il y a quand même des choses qui sont assez prometteuses. Et donc dans les piliers du protocole AIP, nous en avons 5. On a l'alimentation, le pilier du sommeil, le pilier du mouvement, du stress et de la connexion. Et à eux 5, ils ont pour but, comme je vous ai expliqué, de réduire l'inflammation chronique, de soutenir la santé intestinale, donc d'aider à renforcer cette barrière intestinale, d'améliorer la résistance face au stress, de favoriser la barrière intestinale, bon c'est dans la santé intestinale, et de renforcer le bien-être physique et émotionnel. Donc dans ce premier pilier de la santé, le but, c'est de réduire l'inflammation, de favoriser la réparation intestinale, limiter les antigènes alimentaires immunoréactifs. Dans le sens où il y a une différence entre les antigènes auxquels nous, on va réagir en tant que personne individuelle, où on va faire des tests IgG, IgM pour comprendre à quoi on réagit, et cette compréhension globale d'antigènes qui se trouve par exemple dans les lectines, donc une protéine qui peut être pro-inflammatoire et qui est connue pour irriter la paroi intestinale. Donc chez les personnes qui sont à risque, elles vont être très sensibles aux lectines. Et c'est vrai que dans le protocole AIP, on fait très attention à ces lectines qui sont présentes dans toutes les céréales, dans toutes les légumineuses, dans les oléagineux, les graines et les solanacées. Donc, on vient vraiment éliminer tout ce qu'on sait, les grosses catégories d'aliments qu'on sait vont avoir soit une stimulation immunitaire, soit une irritation au niveau des cellules épithéliales, donc qui vont affecter les jonctions serrées entre les cellules épithéliales. Donc, les mécanismes spécifiques de ce protocole, de ce pilier, vont être de réduire les endotoxines, donc les LPS, de soutenir le microbiote et la barrière intestinale et de diminuer les stimuli pro-inflammatoires. Donc, pour ce qui est des aliments à éviter et à inclure, je vais commencer par éviter parce que je veux finir sur le positif. Donc, on va éviter évidemment le gluten, mais pas que le gluten. On va éviter toutes les céréales et les pseudo-céréales. Parce que le gluten qu'on connaît aujourd'hui, c'est la gliadine, qui est présente dans le blé, l'orge et le seigle. Mais en réalité, il y a du gluten qui a un autre nom, mais qui a une structure très similaire dans toutes les céréales. Pour le riz, c'est l'orzonine. Il y a des structures similaires dans toutes les céréales. Les pseudo-céréales ne contiennent pas de gluten, mais dans les études, on a trouvé que les personnes qui sont sensibles au gluten de toutes les céréales vont avoir une cross-réaction, ça se dit ça? Anaïs aide-moi, cross-reaction. Réaction croisée, merci. Qui vont avoir une réaction croisée avec les protéines qui se trouvent dans les pseudo-céréales. Donc, on élimine tout ça. On élimine tous les produits laitiers, y compris les produits laitiers à base de chèvre, de brebis, les légumineuses, pour leur teneur en lectine. Les produits laitiers, c'est parce que c'est surtout pour le problème de la caséine A1 qui est pro-inflammatoire et qui ressemble beaucoup au gluten, notamment à la gliadine. Donc, on va l'éliminer. On élimine les œufs, les huiles végétales transformées, y compris l'huile de colza, les graines et les huiles de graines pour leur teneur en lectine, les noix et les huiles de noix, pareil, les solanacées, donc c'est tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, piments, baies de goji, ashwagandha. Toutes ces choses-là, on dirait pas qu'elles sont reliées, mais elles font partie de la même famille. Tout ce qui est produits transformés, bon, pour des raisons évidentes, les sucres rajoutés et l'alcool. Ça paraît beaucoup, mais c'est un vrai reset. Et ce protocole alimentaire, on le fait sur 30 à 90 jours. Il se peut que ça dure plus longtemps. Personnellement, je l'ai fait plus longtemps, mais en tout cas, c'est ce qui est recommandé. Il a été construit dans cet esprit de le faire 30 à 90 jours. Et au bout de ce temps-là, s'il y a une amélioration de symptômes, qui n'est pas forcément liée 100% aux symptômes de la maladie auto-immune, mais si on se sent
en meilleure santé globale, si on est moins fatigué, si on a moins de dérèglements hormonaux, tous les autres petits symptômes qu'on peut avoir qui sont annexes, on veut vraiment regarder l'amélioration dans sa globalité. Si on a une amélioration, on peut commencer à réintroduire. Et ensuite, ce qu'il faut inclure pendant cette phase d'élimination, ce sont les légumes et crudités de toutes sortes, sauf les solanacées. Et ça, c'est pas un secret, mais on veut varier les types de fibres, on veut varier les types de couleurs pour avoir des variations de polyphénols. On veut vraiment venir apporter un maximum de micronutriments et de bonnes fibres et de polyphénols pour nourrir nos bactéries, nourrir notre flore intestinale. Les protéines animales ont un rôle central dans le protocole auto-immune, mais il faut qu'elles soient de bonne qualité. Des protéines de la viande quelconque qui va être élevée en plein air, comparée à de la viande qui est élevée comment ça s'appelle En batterie. En batterie, ça n'a absolument pas la même structure de micronutriments à la fin. Donc, l'impact sur la santé va être très important en fonction de la qualité des protéines animales. En particulier, pour les abats aussi, si on mange de la protéine animale, on parle beaucoup des abats. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper denses en micronutriments. Donc, ce sont vraiment des bombes nutritionnelles, les abats, de toutes sortes. On va inclure les graisses animales, qui sont beaucoup plus stables à la cuisson, l'huile d'olive, qui est donc forte en polyphénol, l'huile de coco et l'huile d'avocat. Les champignons, on les a mis dans une catégorie séparée parce que c'est réellement une catégorie séparée. C'est qu'il faudrait, si on pouvait en inclure tous les jours, ils vont nourrir le microbiote, ils sont bourrés de bêta-glucans, de micronutriments qui vont venir aider à réguler le système immunitaire. C'est très important d'inclure les champignons aussi dans son quotidien. On va inclure les aliments fermentés. Alors, c'est peut-être pas aussi pour tout le monde. C'est pour ça que c'est important de faire au cas par cas. J'imagine que vous le comprenez très bien. Les aliments fermentés pour quelqu'un qui a un SIBO, par exemple, ça va pas forcément passer très bien. Et puis, là, on intègre tous les fruits dans une quantité raisonnable. Évidemment, on va pas manger des fruits à longueur de journée, mais là, il n'y a pas de restriction sur les fruits. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est qu'au moment où on va réintroduire, il y a une méthodologie de réintroduction où on va pouvoir, il faut voir ça comme un mécanisme qui permet de personnaliser son régime alimentaire. Donc, avec les réintroductions, on va se construire son propre régime qui va être vraiment propre à soi. Et on va mieux comprendre à quoi on réagit et à quoi on réagit pas. Parce que les tests de sensibilité alimentaire peuvent être utiles dans certains cas, mais ils sont loin d'être parfaits. Et ils ne mesurent absolument pas tous les médiateurs et tout ce qui rentre en jeu dans les cadres d'hypersensibilité alimentaire. Et donc, il n'y a rien de mieux que juste d'écouter son corps et d'écouter ses symptômes. Donc, on vient réintroduire en écoutant les symptômes, en écoutant son corps et avec des étapes particulières. Donc, on vous a mis ici un QR code pour télécharger notre e-book gratuit sur le protocole AIP avec la liste exhaustive de tous les aliments qu'on inclut, tous les aliments qu'on exclut. Je ne sais plus d'ailleurs s'il y a aussi une partie sur les réintroductions à la fin, Anaïs. Non, on n'a fait que protocole AIP classique et AIP modifié. Ouais. Oui, et donc ça, c'est vrai que je l'ai pas précisé parce que c'était pas dans les slides, mais depuis quelques années, il y a une version de l'AIP modifiée. Et donc, c'est simplement après l'observation de ces études que je vous ai présentées, on se rendait compte que même avant d'avoir terminé la période d'élimination, c'est-à-dire les 6 premières semaines où on élimine petit à petit les aliments pour arriver à la phase éliminatoire complète, on se rendait compte qu'il y avait déjà des améliorations. Donc, c'est là qu'on se dit, c'est que peut-être qu'on n'est pas obligé de tout éliminer et qu'il y a quand même une efficacité de ce protocole sans éliminer la liste entière. C'est au cas par cas, c'est en fonction aussi des personnes. Et là, on va inclure le riz dans la catégorie des céréales. On va inclure le riz, on va inclure les pseudo-céréales. Dans la catégorie des produits laitiers, on inclut le ghee. En réalité, moi, je l'inclus toujours, le ghee. Mais sauf s'il y a vraiment, dans un test d'hypersensibilité, la caséine qui revient et les protéines de lait. Et on va inclure les légumineuses. Voilà, donc ça donne un petit peu plus de flexibilité. Ça peut rassurer les personnes.
de se dire, OK, je commence par une version un petit peu plus stricte, ou même, moi, j'ai souvent des personnes, enfin, un petit peu moins strictes, et j'ai souvent des personnes qui veulent faire le protocole AIP classique, que je viens de vous présenter, mais quand ils partent en vacances, ils se donnent un petit peu plus de facilité de préparation, et là, on part sur le protocole modifié. Voilà, c'est aussi une possibilité. Anaïs, c'est à toi. Oui, j'arrive. Merci. Je te laisse répondre aux autres questions dans le chat. Donc, Laurent, elle vous a présenté la partie alimentation. Et donc, comme vous le savez, il existe 5 autres piliers, et dont le deuxième pilier qui est le sommeil. Donc, le sommeil, c'est vraiment, je pense qu'on le sait en tant que praticien, c'est vraiment un élément très important de la santé parce qu'il va permettre de réparer les tissus, de réguler l'inflammation, de soutenir l'immunité. Et en réalité, un mauvais sommeil, il va augmenter les marqueurs d'inflammation. Donc l'objectif de travailler sur ce pilier de la santé auto-immune, mais de la santé en fait de manière générale, ça va être de restaurer l'équilibre neuro-immunitaire via un sommeil profond, régulier et suffisant. L'impact physiologique d'un bon sommeil, c'est que cela va permettre déjà de diminuer la production des cytokines pro-inflammatoires. Ça va permettre également de réguler l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, si vous vous souvenez, dans les causes profondes, on a parlé du stress chronique. Donc là, c'est important de pouvoir travailler aussi sur cet aspect-là via le sommeil, via le soutien du sommeil. Mais ça va permettre également le maintien des fonctions des lymphocytes T régulateurs et du mucolymphe. Donc, on vous a listé des études et notamment une méta-analyse de 72 études qui a été faite sur 50 000 participants qui révèlent que les troubles du sommeil augmentent la CRP, donc la protéine C-réactive, donc qui est vraiment l'inflammation globale dans le corps, et des IL-6 dont Laurent elle vous a parlé précédemment. Donc, au final, en fait, la privation du sommeil, elle va entraîner une élévation de l'inflammation systémique. Et d'ailleurs, dans certains endroits du monde, on va dire, la privation de sommeil est utilisée comme moyen de torture. Donc, vous voyez que c'est un élément qui est très important pour que le corps il soit en équilibre. Le deuxième pilier du protocole AIP, c'est le mouvement. Donc, l'activité physique, elle va permettre d'améliorer la circulation, de renforcer l'immunité et de diminuer le stress. Et on le sait, l'activité physique, c'est le seul moyen de stimuler tous les émonctoires, tous les organes d'élimination en même temps. Donc, que ce soit les intestins, que ce soit le foie, les reins, la peau, les poumons. Donc, l'objectif en fait de ce mouvement, de ce pilier mouvement, c'est de soutenir les fonctions immunitaires, de soutenir cet effort aussi de détoxification, de circulation lymphatique, et ce, sans activer l'axe du stress. Donc, les recommandations qu'on peut vous donner, ce sont de s'adapter à la personne, parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas faire trop de mouvements. Donc, dans ce cas-là, on va vraiment insister sur des micro-mouvements parce qu'elles n'auront pas assez d'énergie. Mais ça va être d'inclure en fait du mouvement quotidien et doux avec de la marche, du yoga et pour ceux qui ont un peu plus d'énergie, du pilates ou de la natation. C'est important d'éviter aussi les entraînements intensifs. Donc, je pense notamment au HIIT. Ça peut être aussi des courses à pied longue distance qui vont augmenter les cytokines inflammatoires. Et d'ailleurs, on le voit, généralement, les personnes qui préparent des marathons, des courses longue distance, généralement, elles se retrouvent avec de l'hyperperméabilité intestinale. Au niveau des études, on vous a listé 3 études. Donc, une qui a été faite en 2011 qui a permis de démontrer que l'activité physique modérée, elle permet d'améliorer la fonction immunitaire. Une autre en 2019 qui permet de montrer que l'intégration du mouvement doux dans l'AIP permet d'améliorer la fatigue et les douleurs. Donc là, c'est vraiment un axe intéressant à explorer pour pouvoir soutenir la santé de vos consultants ou consultantes. Et puis, on vous a également listé une méta-analyse de 12 études qui a permis de démontrer que l'exercice modéré augmente les IL-10, donc qui ont ce côté anti-inflammatoire, et de stabiliser les IL-6 et les TNF-alpha. Enfin, on a le pilier 4, qui est la gestion du stress.
Donc le stress chronique, on le sait, il aggrave l'inflammation et dérègle l'immunité. Si vous vous souvenez bien, on a parlé du stress chronique, donc on sait l'importance, de cet, axe-là. L'objectif ici, c'est d'apaiser l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, pardon, donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, de réduire l'inflammation, de renforcer la résilience psychophysiologique également. Quand on arrive à ramener de la sécurité dans le corps, eh bien, c'est là où la magie, elle peut opérer. Les conséquences du stress chronique au niveau des maladies auto-immunes, c'est déjà l'activation des macrophages M1 pro-inflammatoires. On a cette hyperactivation du cortisol et donc une dérégulation du système immunitaire, mais aussi l'altération de la barrière intestinale et le déséquilibre du microbiote intestinal. Et si on se souvient bien, eh bien l'hyperperméabilité, c'est vraiment celle qui va arriver à favoriser le terrain auto-immune. Donc encore une fois, on vous a listé des études qui permettent de démontrer que le stress chronique augmente la production de cytokines pro-inflammatoires. On a également une étude qui a permis de démontrer que la réduction du stress, on la voit réellement dans le protocole AIP et qu'il y a des bienfaits, notamment au niveau des MICI, des maladies inflammatoires du type maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Et on a également une méta-analyse qui a été faite en 1993 sur 38 études où les chercheurs, ils ont réussi à démontrer que le stress chronique, il entraîne une activation pro-inflammatoire et une immunodépression. Donc, c'est important de travailler sur cet axe-là. Et pour finir, le dernier pilier, c'est la connexion. La connexion à soi, la connexion aux autres et la connexion à la nature. Les relations sociales, elles réduisent les marqueurs de stress et d'inflammation. Donc cet axe-là, c'est de permettre d'aider les gens de se reconnecter à la vie, parce que l'objectif, en fait, dans le protocole AIP de cette connexion, c'est de réduire la solitude perçue, surtout que ce n'est pas forcément évident de vivre avec une maladie auto-immune et de se sentir seul, d'améliorer la régulation émotionnelle, de stimuler l'axe parasympathique, et on fait le lien avec le nerf vague dont je parlais tout à l'heure. Et l'impact, ça va être de stimuler l'ocytocine, qui est une hormone anti-inflammatoire qui est libérée quand on caresse un animal ou quand on fait un câlin à quelqu'un qu'on aime, de renforcer la résilience immunitaire, de diminuer les poussées auto-immunes. Et donc là, encore une fois, on a des analyses, une méta-analyse de 41 études qui ont été faites au total sur 73 000 personnes. Donc le soutien social se traduit, qui explique que le soutien social se traduit par une baisse significative de la CRP, de l'IL6. Il y a également une autre étude qui a été publiée dans Brain Behavior and Immunity en 2021 qui a permis de démontrer que le fait de donner du soutien social, et pas seulement d'en recevoir, il est significativement associé à une réduction des niveaux d'IL6. Et donc, ça permet de travailler aussi sur cet aspect auto-immunité. Donc, voilà pour la présentation du protocole AIP, de cette approche intégrative pour soutenir les maladies auto-immunes. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet bien-être-auto-immune.com. On est également présent sur Instagram, on a également une chaîne YouTube, on a notre groupe de soutien aussi, notre page Facebook pour notre communauté. On est aussi présent sur LinkedIn si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'on propose. Et on vous remercie avec Laurane pour votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux du coup pour cette présentation bien détaillée et en même temps très concrète. Je vois au fur et à mesure qu'il y a eu beaucoup d'échanges et de questions dans le fil de discussion. Donc on va peut-être prendre le temps de revenir sur les questions qui n'auraient pas été directement répondues ou celles qui vous paraissent en tout cas les plus importantes pour qu'aussi les personnes qui sont en replay et qui n'auront pas du coup accès à tous ces messages puissent aussi profiter de vos réponses. Moi, je vais juste prendre le temps, du coup, de vous présenter SimpliCure, donc qui est organisé du coup avec vous en collaboration ce webinaire aujourd'hui. SimpliCure, c'est un outil pour les praticiens de la santé qui va permettre de regrouper les recommandations de compléments alimentaires. Donc, sur SimpliCure, vous allez pouvoir retrouver un large panel de références avec plus de 150 laboratoires différents. Et cette slide n'est plus à jour puisqu'on a récemment dépassé les 3000 produits différents. Donc, autant dire qu'il y en a vraiment pour tous les besoins et que vous allez pouvoir, donc l'objectif c'est vraiment de réunir et d'aller piocher à gauche, à droite ce qui vous semble intéressant pour les personnes que vous accompagnez. Donc, si je prends le temps de vous partager mon écran simplement pour que vous voyez très concrètement comment ça se présente.
Lorsque vous allez vous créer un compte sur SimpliCure, vous allez accéder à cette page d'accueil. Vous allez pouvoir notamment retrouver tous les replays des webinaires, dont celui d'aujourd'hui qui sera disponible dès demain, le support aussi. Donc comme ça, vous aurez toutes les ressources et les études dont vous avez parlé disponibles ici. Et vous allez pouvoir du coup créer une recommandation. En créant une recommandation, vous pouvez ajouter des produits et vous accéder à ce fameux catalogue avec toutes nos références. Évidemment, du coup, il y a des filtres qui sont mis à votre disposition pour pouvoir chercher, que ce soit par exemple par marque, que ce soit par objectif santé. Donc voilà, vous pouvez du coup vraiment chercher et découvrir les produits que vous souhaitez proposer. Il vous suffit alors d'ajouter à votre recommandation les produits à recommander. Autre fonctionnalité qui est très intéressante et dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est de découvrir les protocoles qui sont à votre disposition. Donc vous pouvez évidemment créer vos propres protocoles ou découvrir ceux qu'on a déjà mis pour vous, dont par exemple le protocole BEAI santé auto-immune que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, automatiquement, les produits qui sont proposés, les posologies se mettent. Vous restez libre de supprimer certains produits si vous dites « Ah bah non, pour cette patiente-là, elle n'en a pas besoin ». Et puis, il vous suffira de mentionner les coordonnées de votre patient et de lui envoyer. Et donc, il reçoit un lien avec un seul frais de port, un seul colis et tous ces produits qui arrivent au même endroit. Donc, ce qui est quand même très, très pratique. Et en fait, on se rend très, très vite compte que pour vous, bah, ça facilite, ça vous fait gagner du temps, gagner en praticité, parfois en professionnalisme aussi, de ne pas devoir envoyer votre patient sur 5 sites différents. Et pour le patient, du coup, une bien meilleure observance, compliance dans le suivi des conseils que vous allez lui donner. Donc voilà, c'est vraiment cet objectif que ce soit intéressant pour vous et pour le patient. SimpliCure, c'est un outil qui est tout à fait gratuit. Donc, je vais vous partager peut-être un petit lien pour que vous puissiez facilement vous inscrire, nous mentionner en tout cas votre intérêt pour vous inscrire et comme ça, un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous faire découvrir la plateforme. C'est très intuitif, c'est très rapide, mais comme ça, on vous accompagne aussi dans le paramétrage de votre compte. Même si c'est l'été, on a encore des webinaires qui sont prévus pour les prochaines semaines, les prochains mois, donc n'hésitez pas à les découvrir. Et voilà, je vous laisse les filles peut-être reprendre la main pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un peu un petit tri et de regarder ce que vous avez envie d'aborder? Il y a l'onglet Q&A aussi qui a été utilisé principalement, uniquement par Michel. Oui. De répondre à ces questions. Ouais. Est-ce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont marqué les œufs, on élimine les œufs. Pourquoi les œufs? Et je crois que c'est Michel aussi qui avait dit oui, mais pourquoi pas garder les jaunes et juste éliminer le blanc d'œuf. En fait, dans le protocole auto-immune, donc il a été développé par plusieurs médecins. C'est pas nous qui l'avons inventé, ce protocole auto-immune. Mais donc dans le protocole auto-immune initial, on élimine tous les œufs, mais surtout à cause du blanc d'œuf. Parce que le blanc d'œuf, il va être hautement immunogène, donc il va venir stimuler le système immunitaire à cause de certains composants comme l'ovalbumine, comme l'ovotransférine. Et ça va, disons, contribuer à ce stimuli au niveau du système immunitaire. Donc, c'est pas l'œuf uniquement seul le problème, c'est une accumulation de tous ces stimuli, de toutes ces choses qui vont venir affecter la santé intestinale, toutes ces choses qui vont venir stimuler le système immunitaire, donc qui sont comprises dans le gluten, dans les produits laitiers avec la caséine, dans les légumineuses. Et c'est vraiment la totalité de ça qui va impacter le système immunitaire. Donc nous, on veut venir mettre ça au repos. Donc c'est pour ça qu'on fait un protocole assez extrême où on va vraiment tout mettre de côté et on reprend des bases très simples de protéines animales de qualité avec des œufs, sans œufs, avec de la viande, avec beaucoup de poissons. J'ai pas mentionné, mais l'idée aussi, c'est d'avoir des petits poissons gras, de varier avec les fruits de mer. Les fruits de mer aussi sont des bombes nutritionnelles. La viande, les abats. Et d'éliminer tout le reste dans un effort de mettre au silence tous ces stimuli qui viennent affecter le système immunitaire.
Voilà. Et donc, pour faire encore plus attention, on élimine le tout. En réalité, moi, pour ma part, je ne trouve qu'il n'y a pas tant de preuves que le jaune d'œuf soit problématique. Il peut l'être, mais c'est pas pour moi, je suis d'accord avec, je crois que c'était Michel, le jaune d'œuf comprend tellement de micronutriments qui sont intéressants que ça peut valoir le coup de juste garder le jaune et juste d'éliminer le blanc. Mais si on veut faire les choses correctement et éviter tout risque de stimuli, on élimine les œufs. Voilà. Très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? L'intolérance à l'histamine. Le problème de l'intolérance à l'histamine vient souvent après la déclaration d'une maladie auto-immune. En fait, ça n'a pas de lien. Déjà, pour être clair, il n'y a pas de lien direct entre l'intolérance à l'histamine, donc en réalité, ça s'appelle un SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire, et les maladies auto-immunes, il n'y a aucun lien direct. Il n'y a pas de déclenchement à cause d'une intolérance à l'histamine aux maladies auto-immunes, en tout cas pas référencé, pas à mon sens, mais il peut y avoir un lien en amont, dans le sens où ça va venir stimuler le système immunitaire, c'est une suractivation des mastocytes, donc du système immunitaire. Forcément, il va y avoir un déséquilibre au niveau des mastocytes qui sont en lien avec certains processus immunitaires, notamment avec le lupus. Il peut y avoir un impact sur les lymphocytes T et les lymphocytes B. Mais le vrai problème, c'est souvent après, une fois qu'il y a l'activation auto-immune, là, on peut être plus sujet à l'intolérance à l'histamine à cause justement de ce dérèglement au niveau mastocytaire. Donc, c'est pas un lien direct, mais il y a un lien de causalité indirecte. Ok, super. Michel posait aussi la question par rapport au profil polymorphisme génétique des femmes afrodescendantes et du gène du coup non sécréteur en FUT2. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous accompagnez du coup des femmes dans ce cadre-là ? Moi, j'accompagne des femmes afrodescendantes, mais par contre, je ne fais pas de test. Donc, je pense que Laura, là, tu pourras plus en parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un webinaire très intéressant avec le docteur Georges Mouton et on a abordé cette approche-là. Et donc là, il y aura vraiment plein d'informations pour répondre à toutes vos questions et surtout que le docteur Georges Mouton est très généreux en termes d'informations. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'approche de faire par rapport aux ethnies, c'est quelque chose que moi, j'inclus dans ma pratique, mais je l'inclus plus au niveau émotionnel, notamment avec la psychogénéalogie, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'alimentation, il y a aussi une question des transmissions transgénérationnelles. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Michel, mais c'est ce que je pourrais dire. Peut-être que Laurent, tu peux compléter ? Non, mais c'est ça. Moi, j'allais les envoyer vers le webinaire de Georges Mouton, qui lui, pour le coup, est l'expert. Moi, alors oui, ça m'arrive de faire des tests génétiques. Je les fais pas à chaque fois. Donc, c'est pas quelque chose que moi, j'ai observé. Alors oui, il y a un lien souvent entre le gène du FUT2 et une hyperperméabilité intestinale, mais pas toujours. Pour moi, la valeur de ce test génétique, on le met un petit peu sur un piédestal, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres marqueurs qu'on pourrait regarder, beaucoup de processus environnementaux qui ont un impact sur l'hyperperméabilité intestinale. Donc, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai forcément remarqué. Ok, super, merci. Cécile qui demande quelles sont les différences entre le protocole AIP et le régime signalé qu'on conseille aussi souvent dans les maladies auto-immunes. Ouais, j'adore cette question parce qu'on connaît tellement le régime signalé en France, qui est excellent, si vous avez lu le livre, il est quand même, c'est vraiment la bible de l'alimentation pour les maladies auto-immunes avec énormément de références. Et d'ailleurs, lui aussi référence beaucoup d'études autour des problématiques de l'œuf et du blanc d'œuf. Mais faut voir ça comme signalé maintenant, ça a 30 ou 35 ans. Donc, c'est un petit peu comme si on avait repris les travaux de Signalé. C'est vraiment, il y a beaucoup de travaux de l'AIP qui sont similaires avec Signalé. C'était juste à l'autre bout du monde. Hein. C'était en France et l'autre, c'était aux États-Unis. Mais avec 30 ans de recul, avec 30 ans en plus de données scientifiques, de déchiffrage d'études. Voilà, donc forcément, il y a plus de complexité, il y a plus de choses. On en a appris beaucoup plus ces 30 dernières années, mais c'est très similaire. C'est très, très similaire.
On avait une question aussi, qui était, mais c'était dans la discussion sur la thyroïdite d'Hashimoto et l'application du protocole avec l'approche de BEAI. Est-ce que ça permet de diminuer le taux d'anticorps, donc des anti-TPO et les antithyroglobulines? Laurent, elle en a parlé justement. Elle a mis en lien une étude. Alors peut-être que tu peux le rappeler? Bah, C'était, euh, je ne me souviens plus exactement. Déjà, je pense que vous allez trouver une liste plus complète des études sur notre blog. Oui. Mais celle dont on regardait, c'était pas celle-ci qui mesurait les anti-TPE. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième sur la thyroïdite d'Hashimoto qui mesurait les anti-TPO. Ici, ça n'a pas été mesuré. Mais oui, il y a une étude qui référence ça. Et de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'approche sur le terrain, il y a des bienfaits, on le voit. Au Oui, niveau de l'application du protocole AIP pour réduire l'inflammation et notamment réduire les anti-TPO et les antithyroglobulines. oui, voilà. D'un point de vue cas clinique, ça a été observé énormément. Il y a une question que je vois aussi de Laurence parce que du coup, Laurent, tu disais que le fait d'associer le protocole en étant végétarien, c'était impossible. Est-ce que du coup, ça veut dire que les végétariens entretiennent leur maladie auto-immune? Ouais. C'est pas une réponse claire. Je peux pas dire oui, les végétariens entretiennent leur maladie auto-immune parce qu'il y a aussi des profils particuliers qui s'en sortent très très bien en étant végétariens, de par des profils génétiques, de par, bon ça c'est prouvé ou pas, mais des histoires de groupes sanguins. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent très bien s'en sortir en tant que végétariens. Mais dans le cadre d'un protocole, là, je suis pas en train de parler de quelque chose qui est à vie, où on se dit vous entretenez votre maladie auto-immune, c'est vraiment dans le cadre d'un protocole. Si vous voulez vraiment arriver à mettre au silence votre maladie auto-immune, réduire votre inflammation, c'est un protocole courte durée qui va durer un certain temps en fonction des personnes. Moi, je l'ai suivi en totalité 18 mois, mais la phase d'élimination, c'était 6 mois. Après, j'ai réintroduit et 18 mois, j'étais en rémission. Mais donc, ça peut être long. Il y a des personnes, c'est 4 ans. Il y a des personnes, c'est 3 mois. Donc, c'est varié. Mais dans ce cadre-là, on ne peut pas associer l'AIP avec un régime végétarien. Ce n'est pas possible. En termes d'apport de protéines, il n'y en aurait plus. Il n'y en aurait pas du tout. Même avec un protocole AIP modifié, ça serait quand même délicat, même si on inclut le riz, on inclut les légumineuses, il faut quand même avoir un certain nombre d'associations. Et puis, pour moi, les protéines végétales restent, enfin, c'est pas pour moi. Les protéines végétales ne sont pas complètes. Ce ne sont pas des protéines complètes. Et surtout, elles ont des antinutriments qui vont faire qu'on va moins bien assimiler les micronutriments, moins bien assimiler les protéines. C'est pas quelque chose qui rentre dans un cadre d'un protocole qui permet de combler les carences et de réduire l'inflammation. Et dans ce cas-là, on peut aussi adapter par rapport à son consultant parce que c'est ça qui est magnifique avec la santé naturelle, c'est qu'il y a plusieurs approches. Mais par exemple, dans l'Ayurveda, le régime qui est recommandé pour soutenir les maladies auto-immunes, il s'appelle le régime à base protéines. Et donc, les aliments qui sont au centre, ce sont les féculents et les légumes. Et les viandes, par exemple, on ne les intègre pas du tout parce que la viande est considérée comme étant venant encrasser, créer de la putréfaction au niveau intestinal. Donc, c'est deux approches complètement différentes, mais il y a de la place pour tout le monde. Évidemment. Ouais. Merci. Clarisse qui demande comment sait-on lorsqu'on est en rémission? Alors, ça, à définir avec votre médecin. Moi, je me considère en rémission, déjà parce que ça a été validé par mon médecin et parce que je ne suis plus symptomatique, c'est-à-dire que je n'ai aucun symptôme lié à ma maladie auto-immune. En parallèle, j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui, mais bon, ça, c'est un bonus. Et je ne suis pas dépendante de traitements médicamenteux. C'est ma définition à moi, mais une rémission officielle se valide par un médecin. Et moi, de mon côté, c'est mon endocrinologue qui m'a proposé, après 1 an de tous ces changements de vie que j'ai faits, d'arrêter le traitement. Donc comme Laurane, aujourd'hui, je suis sans traitement, je vis très bien, j'ai plein d'énergie et je me sens bien dans mon corps et c'est surtout le plus important. Super.
Ça me semble être du coup une belle conclusion à nos échanges. Il me semble qu'on a fait le tour des différentes questions qui ont été posées. Il me semble que vous avez partagé énormément. Donc je le redis, et le replay et la présentation, le support seront disponibles dès demain sur Simplicure. Donc n'hésitez pas à vous replonger dans les études, etc., à découvrir aussi du coup le protocole qui est disponible directement aussi sur la plateforme. Un tout grand merci à vous deux pour votre présence et votre partage. Merci à vous pour votre écoute et votre présence aussi. Merci Flavie.